podcast Saccar. Mon nom est Didier Orméjuste et aujourd'hui, au podcast, on va bien sûr faire un retour sur la victoire des Alouettes de Montréal. En fait, c'est la troisième victoire consécutive des Alouettes. Ça se passait bien sûr samedi au stade Percival Molson contre les Eskimos d'Edmonton. Et on va faire un tour d'horizon de la dernière semaine d'activité au sein de la Ligue canadienne de football. Il y avait donc 3 autres rencontres qui étaient présentées, mais je ne vais pas faire tout ça tout seul, puisque j'ai un invité via Skype. Il s'agit de l'ancien centre-arrière des Lions de la Colombie-Britannique, Rolly Lumbala. Rolly, comment ça va? Comment se passe ta vie de nouveau retraité, puisque tu as pris ta retraite avant le début de la saison, après ta belle carrière de 11 saisons, toutes disputées avec les Lions? Non, ça va très bien. Et, bonjour à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être partie de ton podcast. La vie de famille, ça va bien. Beaucoup de temps avec la famille. J'ai une petite fille de 21 mois, donc je suis très occupé, quoi. Ouais, donc tu joues ton rôle de papa là, à temps plein là, depuis que tu as pris ta retraite, je comprends bien. Absolument, à temps plein. À temps plein. Ouais. Puis écoute, Rolly, comment va ton frère Steven Lumbala, qui avait été un choix de première ronde des Alouettes à l'époque, et puis malheureusement, il avait dû mettre fin à sa carrière en raison de blessures, notamment de commotion cérébrale. Alors, comment il va maintenant et qu'est-ce qu'il fait? Non, il va très bien. Justement, il finit sa dernière année à Moncton. Il fait son droit en ce moment. Donc, je suis très fier de lui. Et puis, non, il va très bien. Ah, ben ça, écoute, là, je suis content d'entendre ça. Il était très sympathique, ton frère Steven. Puis, il était un joueur talentueux, malheureusement, des blessures qui l'ont dérouté. Ouais. Exactement. Bon, ben écoute, tout de suite, on va commencer notre tour d'horizon de la dernière semaine dans la Ligue canadienne avec le match des Alouettes, un match que tu as regardé. Premièrement, à quel point tu as été surpris du résultat? Parce que bien des gens croyaient que les Eskimos allaient l'emporter. Ce qu'il faut dire, c'est que les Eskimos marquaient en moyenne 31 points par rencontre. Et la défense des Alouettes, je crois que ça a été l'histoire de ce match-là, les a limités à seulement 10 points. Mais pour moi, j'ai pas vraiment été très surpris parce que je crois que c'était vraiment le premier bon test pour les Alouettes. Une équipe comme Edmonton qui arrive, comme vous avez dit, ils ont vraiment une offense qui est vraiment, il n'y a pas de problème, ils marquent beaucoup de points. Mais pour moi, la défense des Alouettes, c'est une défense très solide. Et si on peut bien alimenter Vernon Adams avec stand back, faire des passes très courtes, il n'a pas le temps de faire de lire trop les jeux, je pense que les Alouettes peuvent être une équipe qui vont surprendre beaucoup de personnes. Et ils sont en train de le faire. C'est une équipe dangereuse qui ont le momentum maintenant. Ils ont un nouveau leader à qui ils croient. Donc, et puis, ils étaient à domicile également. Montréal, ça a toujours été une place que c'est pas facile à jouer quand les Alouettes ont le momentum. Et puis, ils ont dominé. Alors, c'était vraiment bien de voir pour eux. Mais d'un côté aussi, Edmonton, il doit être assez déçu parce que, écoute, si ce n'était pas pour Sean White qui a fait 3 field goals, ça aurait été encore plus pire. Alors, côté l'offense, ils ont dû être très déçus. Bon, tu viens de mentionner que les Alouettes ont un leader en qui ils croient. Je crois que tu fais allusion à l'entraîneur-chef Carey Jones, que tu connais très bien. Tu as joué pour lui lorsque Carey était le coordonnateur à l'attaque des Lions de la Colombie-Britannique. Comment tu expliques ses succès, les succès qu'il a présentement à la barre des Alouettes? Écoute, c'est un gars qui est très émotionnel. C'est un gars qui est vraiment honnête. Et en tant que joueur, on aime ça. C'est un gars qui va te dire franchement, écoute, j'ai besoin d'un peu plus. C'est un gars que même quand tu rates des jeux, quand tu fais des erreurs, tu n'aimes pas ça le décevoir. Alors, je sais que c'est comme ça que les joueurs se sentent en ce moment dans ce vestiaire. Ils ne veulent pas le décevoir. Et puis, je suis vraiment content de ce qui arrive pour lui. Et ils ont ajouté des bons joueurs également durant la saison morte. Hein, les Loeffler, les Jeremiah Johnson qui a fait un gros jeu également. Donc, il y a quelque chose, il y a une bonne chimie qui se prépare à Montréal. Donc, on va voir s'ils sont capables de continuer. Oui, ça a été une stratégie intéressante employée par les Alouettes, puisque pour la première fois de la saison, Jeremiah Johnson était en uniforme et il a fait de gros jeux. Notamment, il a réussi une réception sur une passe piège qui l'a amené jusque proche de la zone début. Ça menait à un toucher des Alouettes. Il a connu un fort match et à un certain moment, durant la rencontre, dans le champ arrière des Alouettes, il y avait William Stanback accompagné de Jeremiah Johnson. Donc, ça donnait 2 bonnes menaces dans le champ arrière. Bon, Johnson, c'est un vétéran. Ça en a un autre
autre que tu connais bien, parce que tu as bloqué pour lui, tu as créé des ouvertures pour lui lorsque les deux vous étiez coéquipés avec les Lions de la Colombie-Britannique. Mais oui, Jeremiah, c'est vraiment un porteur de ballon assez complet également. Lui, il n'y a pas de problème pour les pick-up, les blitz. C'est un très bon bloqueur. Il est très agile. Il attrape bien le ballon, comme on a vu durant le dernier match. Alors, le fait d'avoir stand-back qui est beaucoup plus de power, et là, tu ajoutes la diversifiée de Johnson, c'est vraiment un très bon duo qui peut faire mal. Oui, c'est absolument. Et puis, écoute, bon, du côté de l'attaque des Alouettes, on a dû miser sur un jeu truqué afin d'inscrire le premier touché de la rencontre. Passe de toucher de Eugene Lewis. Eugene Lewis qui joue à la position de carrière à l'école secondaire. Donc, passe de toucher de Eugene Lewis à Vernon Adams. Puis Adams, lui, ben, il était un receveur de passe à l'école secondaire. Alors, puis ça a paru parce qu'il a fait une belle feinte afin de se rendre jusque dans la zone début. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est que Carey Jones, après la rencontre, ben lui, il a donné crédit à André Bolduc. André Bolduc, qui est l'entraîneur des porteurs de ballon du côté des Alouettes. Et il a dit, écoutez, c'est André qui a dessiné ce jeu-là. Et le jeu, on l'avait installé seulement lors de la dernière semaine du côté des Alouettes. Et Carey Jones, il disait à Rowley qu'à l'entraînement, le jeu n'avait vraiment pas fonctionné, mais qu'il avait confiance à Eugene Lewis parce qu'il sait que Eugene Lewis, il est fier d'être un ancien carrière. Alors, il s'était dit, en situation de match, j'ai confiance qu'il va réussir, même si ça n'a pas fonctionné à l'entraînement. Alors ça démontre un peu qu'est-ce que tu parlais à propos de Carey Jones. Pourquoi les joueurs le respectent? Parce qu'il a vraiment une grande confiance en ses joueurs. Exactement. Il va te laisser jouer. Et il va te laisser jouer, il te donne confiance. Et des fois, c'est comme ça aussi, le football. Tu vas faire un jeu durant la pratique toute la semaine. Le jeu fonctionne très bien. Et là, durant le match, c'est la catastrophe. Mais là, c'était l'inverse pour les Alouettes. Et même ce jeu-là, ça m'a rappelé. Tu te rappelles le jeu du Super Bowl les Aigles de Philadelphie? Oui. The Philly Special. C'est ça. Ça m'a rappelé un peu du Philly Special, ça. Non, c'était très, très, très bien exécuté, oui. Ouais, la passe de Trey Burton aux carrières Nick Foles. Écoute, mais justement, bon, Vernon Adams a touché au sol, il a également complété une passe de toucher à Jake Wieneke, joueur recru, qui a seulement 6 réceptions depuis le début de la saison, mais 3 de ces réceptions-là ont été bonnes pour des touchés. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois de la part de Vernon Adams depuis le début de la saison? Parce que Adams, maintenant, il a une fiche comme carrière partant des Alouettes de 6 victoires et 2 défaites. Qu'est-ce que tu vois de sa part? Est-ce que tu crois que les Alouettes vont pouvoir continuer de gagner avec lui après leur semaine de congé? Oui, moi, je crois que Harry, je crois qu'il sait comment l'utiliser. Comme j'avais dit, il faut pas... Moi, je pense pas que Vernon Adams, c'est une carrière qu'il faut qu'il fasse des grands job backs de, 7 feet. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'il se débarrasse du ballon, qu'il fasse des passes courtes, comme il a fait durant ce match-là. Comme ça, il se débarrasse du ballon, que les jeux ne s'éternisent pas. Et puis, s'il n'aime pas ce qu'il voit, comme il a fait, il utilise ses jambes et il court. Donc, c'est comme ça, moi, je crois qu'on doit utiliser Vernon Adams. Et puis, en plus, l'alimenter avec la course, ça sera vraiment très important. Parce qu'ils ont vraiment une bonne défense en ce moment. Écoute, avec leur leader, Mwamba, au milieu, et Bowman également. Et puis, tu as Laughlin en arrière. Non, ils ont une bonne défense qui pourront les aider. Oui, une chose qui aide grandement les Alouettes, c'est que depuis le début de la saison, l'unité défensive a créé des revirements et l'attaque est en mesure de bien protéger le ballon. Bon, on a été chanceux face aux Eskimos à ce niveau-là, puisqu'Adams a été victime de 2 interceptions, mais les 2 interceptions ont été annulées à la suite de pénalités des Eskimos. Oui. Mais on a notre recette du côté des Alouettes, puis tu le sais aussi bien que moi. Au football, c'est simple. Si ta défense est en mesure de provoquer des revirements et que l'attaque protège le ballon, par la force des choses, tu vas gagner plus de matchs que tu vas en perdre. Tout à fait, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Alors, on va voir si ça va pouvoir se poursuivre du côté des Alouettes, mais il faut parler de la défense. La défense a complètement neutralisé l'attaque des Eskimos. Je ne sais pas si la température, à quel point c'était humide samedi à Montréal. Oui, c'est ça. Puis les Eskimos arrivent d'Edmonton. On sait le temps est sec. En Alberta, c'est jamais humide comme ce l'est ici à Montréal au mois de juillet. Je ne sais pas si la température a joué un rôle. Je ne sais pas quelle est ton opinion, mais si ça peut être nuit aux Eskimos au cours de la rencontre. Oui, c'est toujours très humide en ce moment à Montréal. Je me rappelle quand tu vas dans l'Est, quand tu es une équipe de l'Ouest qui va dans l'Est, l'été, c'est un peu différent. Hein. Mais encore une fois, écoute, maintenant, Montréal, c'est une équipe très dangereuse.
c'est une équipe qui croit en elle, qui croit en ce qu'ils ont en ce moment, ce qu'ils sont en train de bâtir. Donc, je crois que cette victoire-là contre Edmonton, ça va un peu mettre en alerte les autres équipes que, oh, attention, Montréal, ils sont for real. Tu sais. Alors, non, il faut vraiment faire attention. Et moi, je crois qu'ils ont vraiment les joueurs, les choses en place pour aller de l'avant. Parce que en parlant à certains joueurs, ils sont fatigués de perdre. Ouais. Et là, de voir que les choses commencent à changer pour le mieux, ils sont prêts à faire en sorte que les Alouettes retournent à la gloire, quoi. Donc, Ouais, puis non, c'est bon. non, ben écoute, Vernon Adams a fait allusion à ça. Il a dit, après la rencontre, lors de son point de presse, il a dit, on veut redevenir les Alouettes de la belle époque. On veut redevenir les Alouettes de l'époque d'Anthony Calvillo. Ouais. C'est ce qu'il a dit après la rencontre. Alors, écoute, on est dans la bonne voie. La saison est encore jeune. Par contre, on ne peut pas trop partir en peur. Mais on a vraiment l'impression, en tout cas moi qui couvre l'équipe, qui est dans l'entourage de l'équipe, on a l'impression qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se construire là, du côté des Alouettes. Et surtout que du côté des autres formations, du côté de la section Est, mis à part les Tiger Cats, on n'a pas de carrière, du moins on a des points d'interrogation à la position de carrière. On va en parler tout à l'heure lorsqu'on va parler des autres matchs qui ont été joués au sein de la Ligue canadienne de football. Mais toi, est-ce que tu crois aux chances des Alouettes d'être en mesure de participer aux éliminatoires pour la première fois depuis 2014? Absolument. Écoute, ils viennent de battre Ottawa. Ils ont battu les Tiger Cats. Et là, ils viennent de battre Edmonton. Alors, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas faire les séries éliminatoires dans l'Est et aller même en profondeur. Donc, ouais, moi, c'est Montréal. Et puis, je vois ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, s'ils sont capables de continuer ça et d'éviter les blessures et de continuer d'alimenter Vernon Adams, je crois que c'est bon. Oui, et puis surtout, si la défense peut continuer de jouer comme elle l'a Exactement. fait. Écoute, tu donnes la défense vas-y. De 18 à 21 points chaque match, je pense que ça va aller. Et en plus, on est en mesure de voler des possessions aux équipes adverses. Ça a mentionné Taylor Loeffler qui a réussi une interception en deuxième demi. Greg Reed a réussi une interception lors de la première demi. Donc, encore Ils en ont fait beaucoup de revirements, ouais. Oui, on a provoqué 2 revirements. Les Alouettes qui, depuis le début de la saison, ont provoqué en fait 13 revirements. Alors ça, c'est devenu la marque de commerce de cette unité défensive. Moi, je suis vraiment impressionné par ça. Alors, on va voir si cette recette-là va se poursuivre. Les Alouettes vont avoir congé la semaine prochaine. Mais après ça, c'est le Rouge et Noir d'Ottawa qui va venir au Sappers Molson. Les Alouettes ont déjà battu le Rouge et Noir. Et Ottawa, présentement, se cherche, notamment à la position de carrière. Mais on va en parler en parlant justement des autres rencontres qui ont été présentées au sein de la Ligue canadienne de football lors de la dernière semaine. On va commencer avec le duel qui mettra aux prises les Stampeders de Calgary aux Argonauts de Toronto. Les Stampeders ont gagné. Ils ont gagné par la marque de 26-16. Et ce qui veut dire que, les Argos sont toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Le match a été serré toutefois jusqu'à l'échappée de Marty Edwards qui a été recouvré et retourné pour un toucher par Trey Robertson qui connaît vraiment toute une saison. Non, oui, lui, là, c'est toute une saison absolument. Il est vraiment partout. Il est toujours... il a beaucoup d'interceptions. Là, il a fait un gros revirement également après le gros plaqué de Corey Greenwood. Ah oui, le match a été serré. Mais tu ne peux pas donner à Calgary 7 revirements. Tu ne peux pas faire des choses comme ça parce que Beto Thomas, il a quand même bien joué. Côté verge, il en a eu 343, 2 touchés, mais 4 interceptions. Ouais. Et puis si tu regardes Nick Arbuckle, il avait eu seulement 191 verges. Ouais. Donc, ils ont quand même assez bien joué. Mais moi, ce que j'aimerais voir pour Toronto, c'est qu'on donne le ballon un peu plus à Wilder. Moi, je trouve que Wilder, cette année-là, quand ils avaient gagné le championnat, ils continuaient à lui donner le ballon. Il y a 2 ans, oui. Ouais. Ça, c'était la grande différence pour moi. Mais le match était serré, mais tu ne peux pas leur donner 7 revirements. Ouais, non, écoute, 7 revirements et puis les Stampeders ont marqué 22 points à la suite de ces 7 revirements-là. Donc, on a fait du bon travail de les convertir en touchés, en points. Voilà. Mais pour revenir à ton point sur James Wilder, en même temps, qu'est-ce qui est difficile pour les Argos, c'est qu'on tire d'arrière à chaque semaine. Là, le match a été serré face aux Stampeders.
Mais habituellement, à chaque semaine, on tire de l'arrière, puis on tire de l'arrière rapidement. Là. Je me souviens du match à Winnipeg. Je ne sais pas si tu as regardé ce match-là. Oui. Écoute, premier jeu du match, le botté d'envoi qui est retourné pour un toucher. D'entendre le dire, c'était 21-0 pour les... Donc la course, c'est fini là. Ben ouais, c'est ça. Donc, on ne peut pas Ouais. utiliser James Wilder. On est obligé de délaisser le jeu au sol. On devient unidimensionnel. Alors ouais, vraiment oui. du côté des Argos, ça fait dur jusqu'à présent. Jacques Chapdelaine est le coordinateur à l'attaque des Argonauts de Toronto. Tu as joué pour Jacques. Vous aviez une excellente attaque même. Vous avez gagné la Coupe Grey avec Jacques Chapdelaine à titre de coordinateur à l'attaque. Selon toi, qu'est-ce qui cloche du côté de l'unité offensive des Argonauts? Parce qu'on entend souvent dire à quel point son système est difficile, le système de Jacques Chapdelaine. Exactement. Mais toutefois, il a connu beaucoup de succès. Vous avez gagné la Coupe Grey avec lui en tant que coordonnateur. Non, je suis tout à fait d'accord, mais comme vous avez dit, oui, c'est un système très difficile. Et là, c'est sa première année avec Toronto. La première fois que les joueurs voient ce système-là, ça prend quand même assez de temps pour développer vraiment ce tempo-là, ce système-là. Qu'est-ce qui fait, Rolly, que son système est si difficile? Il demande beaucoup de communication entre les receveurs de passe et le quart arrière, et même le porteur de ballon. Ça demande beaucoup de communication et c'est important que Toronto se le fasse, sinon ça ne pourra pas marcher. Ouais, alors jusqu'à présent, bon, ça ne fonctionne pas pour les Argonauts, bien que, bon, lorsqu'on regarde les statistiques, Bethel Thompson, qui a connu un match de 343 verges, mais pour reprendre l'expression de mon collègue Pierre Vercheval, c'était des calories vides là, de la part du carrière des Argonauts. Ouais. Alors, on va voir. Écoute, Nick Arbuckle, maintenant le carrière des St. Peters, lui qui a une fiche de 2 victoires et 1 défaite, lui qui remplace Bo Levi Mitchell. Alors, le jeune Arbuckle qui est en train de se faire un nom au sein de la Ligue canadienne. Bon, le rouge et noir... Il va être, ouais. Oui, vas-y. Non, Nick Arbuckle, il va bien là. Donc, je ne sais pas s'il va être agent libre après la saison, mais je suis sûr que s'il l'est, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont l'appeler. Hein. Oui, non, parce que justement, là, il y a plusieurs équipes qui sont à la recherche d'un carrière. Bon, une équipe pour qui ça va vraiment pas bien à la position de carrière, ben, c'est le Rouge et Noir d'Ottawa. Ottawa s'est incliné 31-1 contre les Blue Bombers. Le match avait lieu à Winnipeg. Il s'agissait d'un premier départ cette saison pour Jonathan Jennings, qui remplaçait Dominic Davis, qui est blessé, mais Davis ne jouait pas bien lors des dernières semaines. Et puis là, écoute, Jonathan Jennings, je veux que tu m'en parles, Rolly, parce que tu le connais très bien. Il a amassé seulement 45 verges. Il a été victime d'une interception. Qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Jennings? Parce que je me souviens de lui en début de carrière avec les Lions. On se disait, waouh, il va être la prochaine vedette à la position de carrière au sein de la Ligue canadienne de football. Et puis là, depuis 2 ans, il est méconnaissable. Alors, parle-moi de Jonathan Jennings et comment tu expliques ça? Ça me fait mal même d'en parler un peu, mais écoute, moi, je trouve que c'est différent. Quand Jonathan Jennings y arrivait au début, c'était quand, par exemple, on perdait des matchs. Tu vois, il était le deuxième carrière. Donc, quand tu arrives en deuxième carrière, tu n'as pas de pression, tu vois. Tu ne penses pas, tu es seulement dans le match, tu lances le ballon, tu vas seulement. Donc, tu joues vraiment libre, de façon libre. Mais là, quand tu es partant, la pression, c'est différent. Tu commences à penser un peu plus, hein. Tu sais vraiment que les gens commencent à te pointer les doigts là. Donc, comme je dis, la pression monte. Et puis, des fois, ça te monte à la tête. Et malheureusement, écoute, surtout à Winnipeg, la manière dont ils ont commencé, et puis, ils n'étaient jamais dans le match. Donc, je ne peux qu'imaginer comment les choses qui se passaient dans sa tête. Ben oui, puis il a été victime d'une interception qui a été retournée pour un toucher dès le début de la rencontre. Mais oui. Mais même ce jeu-là, écoute... Bon, moi, en tant que centre arrière, il n'y a pas de problème. Tu mets le centre arrière là-bas, éloigné. Mais là, tu es quand même contre un demi-défensif, Winston Rose. C'est pas n'importe qui. Tu lui demandes de faire un slide. Écoute, Winston Rose contre un centre arrière. Winston Rose, il va gagner ça, il n'y a pas de problème. Et là, c'est ce qui est arrivé, vous voyez. Donc, mais aussi, écoute, ils ont perdu Greg Ellington. C'est un gars qui est un grand receveur de passe pour eux pendant plusieurs années. Il y avait beaucoup de verges. Hein, et Ottawa aussi, ils ont perdu Trevor Harris. Donc, ils sont en train de se chercher. Il y a beaucoup de changements là-dessus. Et c'est ça qui arrive. Hein. C'est ça qui arrive. Ouais, et puis moi, du côté d'Ottawa, qu'est-ce qui me déçoit, c'est l'unité défensive. Parce que, bon, tu viens de parler des joueurs qu'on a perdus du côté de l'attaque. Donc,
je m'attendais à ce que l'attaque ne soit pas aussi explosive que ne l'était naturellement avec Ellingson et Trevor Harris. Mais la défense, par contre, l'année dernière, on avait de jeunes joueurs du côté de l'unité défensive d'Ottawa. Je me disais, OK, cette année, la défense devrait juste être meilleure parce que les joueurs ont gagné en expérience. Mais lors des 2 dernières semaines, bon, Vernon Adams a complété 76% de ses passes contre Ottawa. Et puis là, cette semaine, Matt Nichols a complété 25 des 29 passes qu'il a complétées. La tertiaire là, est tellement généreuse, ça donne absolument aucune chance à Ottawa d'être compétitif en ce moment. Non, exactement. Écoute, quand tu regardes l'alignement défensif, on ne reconnaît pas beaucoup de gens. Ils ont beaucoup de changements. Même s'ils ont Avery Williams, qui a quand même eu 11 plaqués, et puis Chaffee, il en a eu 8. Ils ont quand même bien fait, mais écoute, ils ont perdu Kai Hebert, qui était quand même, il avait quand même une présence assez dominante. Et puis, ils ont perdu aussi Williams, le 99. Donc, c'est une équipe en ce moment qui sont en train de chercher l'identité. Il y a beaucoup de changements et c'est peut-être retour à la base. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de succès ces derniers temps, mais peut-être que ça va être une année différente pour Ottawa. Ouais, on verra bien. Alors que du côté des Blue Bombers, bon, les Bombers sont toujours invaincus. Ils ont une fiche de 6 victoires, aucune défaite pour la première fois depuis 1960. Moi, j'adore regarder jouer Winnipeg parce que leur attaque est tellement diversifiée. Toi qui es un ancien joueur en attaque, vas-y. Écoute, Paul Lapolice, c'est... Le coordonnateur offensif, oui. Le coordonnateur offensif, il est vraiment... J'adore regarder comment, comme tu as dit, l'offense est tellement diversifiée, c'est balancé. Tu sais pas vraiment où il va y aller. Et en plus, il fait toujours des jeux quand même assez anodins. Donc, ça met vraiment la défense en haleine. Il ne sait pas où aller. Il y a beaucoup de misdirection. C'est vraiment beau à voir. Vraiment beau à voir. Il sait vraiment comment utiliser chaque joueur de toutes sortes de choses. Donc, non, ils sont vraiment un grand momentum. Ils ont gagné les 5 premiers matchs. Et puis, non, tout va bien, hein, tout roule. Même la défense et les unités spéciales qui sont toujours très solides à Winnipeg. Alors, ça va être vraiment très... Ils vont être durs à battre. Ouais, j'ai bien hâte à vendredi parce que les Blue Bombers vont rendre visite aux Tiger Cats à Hamilton. Alors, les deux équipes de première position, les Tiger Cats qui sont en tête de la section Est, les Bombers, bien sûr, en première position du côté de l'Ouest. Alors, on va s'affronter au Tim Hortons Field. Ça, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Surtout qu'à Hamilton, ils sont en bye week en ce moment. Donc, ils ont une semaine de plus pour vraiment étudier les tendances de Winnipeg. Donc, ça va être très intéressant. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, bon, dans le dernier match qui était présenté lors de cette semaine d'activité du côté de la Ligue canadienne, ton ancienne équipe, les Lions, ils rendaient visite aux Rough Riders. Ouais, t'as pas le goût qu'on en parle, hein, des Lions, ça va pas bien du côté des Lions, mais il faut qu'on en parle, on n'a pas le choix, Rudy, désolé. Ils se sont inclinés 38-25 face aux Rough Riders à Saskatchewan. Écoute, je te cède le plancher. Explique-moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas du côté de ton ancienne équipe. Écoute, moi, quand je regarde les matchs des Alouettes, et surtout qui est arrivé durant la deuxième mi-temps, c'était vraiment à quel point Saskatchewan, il était beaucoup plus physique sur la ligne offensive ou même défensive que les Lions. Écoute, Cody Fajardo, il avait beaucoup de temps à faire ses passes, même pour courir, et c'était l'inverse pour la défense. La défense, vraiment, il faisait n'importe quoi, tout ce qu'il voulait. Il poussait la ligne offensive des Lions. Beaucoup de pression pour Mike. Ça fait peine de le voir. Ça fait beaucoup de peine de le voir comme ça, parce que je peux voir dans ses yeux et la manière dont il se comporte qu'il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire. Parce que malheureusement, il se fait tabasser la semaine après semaine. Éventuellement, il va se blesser là. Mais il faut faire attention parce qu'il continue à le garder tard dans les matchs qui sont déjà perdus. Et là, on a vu McHenry, il a presque roulé sur la cheville de Mike Riley vers la fin du match. Donc, ça aurait pu être un peu plus grave que ça. Mais oui, je vois que, bon, encore une fois, c'est très décevant de voir qu'est-ce qui se passe avec les Lions, surtout quand ils ont signé les Mike Riley, les Suk Chong, Deron Carter. Donc, il y avait beaucoup de choses positives qu'ils sont en train de bâtir, mais écoute, le football, tu peux avoir n'importe quel joueur, mais si tu n'es pas physique, surtout dans les tranchées, tu peux rien faire.
Ouais, ben justement, les ennuis qu'on a en termes de protection du côté des Lions, selon toi, est-ce que Mhm. c'est en raison du scheme, des stratégies ou c'est au niveau du personnel? C'est un peu des deux. Parce que, écoute, à la fin de la journée, écoute, c'est un contre un. Il faut que tu fasses Mhm. ton job. Il faut que tu fasses ton. Tu peux pas laisser un gars comme Charleston Hughes un contre Foucault tout le match. Il faut l'aider. Il faut que tu ailles le running back qui va l'aider aussi à le bloquer ou même un ressort de passe. Il faut faire des choses comme ça. Il faut même courir à Charleston Wood. Mais si tu laisses Charleston un contre un des meilleurs joueurs de ligne de la Ligue canadienne, contre le tackle des Lions, ça va être une longue journée. C'est ce qui va arriver. J'étais surpris qu'on l'avait laissé comme ça. Parce Ouais, que, ouais, on l'a trop, trop, trop respecté. On l'a vraiment laissé faire ce qu'il voulait. Ouais, Charlton Hughes qui a terminé le match avec 3 sacs. C'est âgé de Ouais, ouais. 35 ans, Charlton Hughes, alors il semble ne pas ralentir, mais oui, c'est Mhm. vrai, ça aurait été bien du côté de Jarvis Jackson, qui est coordinateur à l'attaque des Lions de la Colombie-Britannique, de donner un petit coup de main là, à David Foucault en termes de Ouais, ouais. protection. Mais si on regarde de Mhm. l'autre côté, les Rough Riders, moi j'ai été impressionné par Cody Fajardo. Mhm. Parce que souviens-toi, il y a 2 semaines, avant la semaine de congé, ça avait vraiment, vraiment pas bien été pour lui. On l'avait Mhm. même retiré du match, mais là, il a Ouais. vraiment bien rebondi. En fait, c'est l'attaque des Riders au complet qui a bien rebondi. Tu sais, Cody, c'est une personne les plus positives que j'ai jamais connue. Il était notre backup l'année dernière. Il était toujours très positif, que ce soit un jeu ça s'est bien passé ou pas. Il était toujours aller de l'avant, on continue, Mhm. Bonne even kill, comme attitude. on dit. Ouais, bonne attitude, très bonne attitude. Et puis, écoute, il est bien alimenté. Ce que les Rough Riders ils ont fait avant la mi-temps, le beauté de Sanvers, ça l'a beaucoup aidé. Hein, ça l'a beaucoup aidé. Et on a Ouais. vu que ça a un peu brisé l'énergie des Lions parce que c'était vraiment une gaffe très terrible de faire comme ça, de laisser les bras avant la mi-temps, penser que ce beauté-là, il n'y a rien à faire. Et puis voilà, hein, tout d'un coup, ils sont de l'arrière. Donc, non, je suis content pour lui encore une fois de voir qu'il évolue bien. Et puis oui, non, écoute, c'est sa première année vraiment en tant que partant. Et puis oui, c'est une longue saison. Des fois, il va y avoir des matchs qui vont pas bien se passer, d'autres qui vont mieux se passer. Et c'est la force mentale qu'il faut, quoi. Ouais, et puis on va souligner la performance du receveur de passe des Riders, Shaq Evans, qui a Ah, amassé Shaq. 158 Ouais, verges, un touché en 5 réceptions. Alors, ouais, Shaq Evans qui connaît une bonne saison là, du côté des Rough Riders. Mais tu sais de dire, la saison est longue. Alors, quand on parle c'est de long. 18 matchs du côté de la Ligue canadienne, on dit Mhm, toujours que la saison commence réellement lors du week-end de la fête du travail. C'est pas un cliché, c'est mhm, vrai. On voit des équipes en deuxième moitié de saison être en mesure là, de se replacer et d'accéder aux éliminatoires. D'ailleurs, tu mhm. étais un membre des Lions en 2011 lorsque vous aviez eu vraiment un mauvais début de saison. Ça avait été quoi votre fiche? 1-6, 1-5? Oui, oui, on était 1-5. Mhm. Et puis, on a été capable de, de, de vraiment faire beaucoup de changements dans notre saison. Ouais, puis vous avez gagné la Mais Coupe Grey en 2011, après avoir commencé avec une fiche d'une victoire et 5 défaites. oui, on l'a fait. C'était pas facile. Et moi et Loulin, on s'en parlait également. Mais écoute, on avait au moins 10 joueurs qui seront ou sont au temple de la renommée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Donc, et puis les matchs qu'on perdait, c'était des matchs comme de 4 points, 3 points, tu vois. On était toujours dans les matchs. C'était pas qu'on se faisait vraiment, on perdait par 20 points et tout ça. Mais c'est la Ligue canadienne, hein. Comme vous avez dit, la saison est longue. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Mais quand tu perds des matchs comme ça au début, c'est des matchs que plus tard, tu vas penser que on aurait dû gagner à Toronto ou à. Tu vois, c'est quand même des matchs importants au début également parce que vers la fin, surtout que des fois, on pense avoir les crossovers peut-être, des choses comme ça. Ouais. Mais si tu échappes un match que tu aurais dû gagner, ça va te faire mal à la fin. Ouais, c'est toujours bon d'avoir des victoires en banque là, en début de Ouais. saison parce que généralement, tu le sais, il y a toujours un certain passage à vide. Il y a tout le temps une période difficile, quelques semaines difficiles durant la saison. Ça arrive que les équipes font face à de l'adversité. Alors, d'avoir quelques victoires en banque, là, c'est jamais, Mhm. jamais une mauvaise chose. Et Alors, puis, oui, vas-y. et puis, pour les équipes de l'Ouest qui pensaient peut-être avoir un crossover, le fait que Montréal s'est réveillé un peu, c'est une mauvaise Mhm. nouvelle. Là, tu as Montréal, tu as Hamilton. Bon, on va voir ce qui va se passer avec Ottawa, hein, peut-être. Ouais. Mais si là, tu as 3 équipes dans l'Est qui font les séries,
Là, à l'Ouest, là, t'es mal parti, là. Ouais, non, Donc, c'est ça. c'est pour ça. Ouais. Les choses changent vite dans la Ligue canadienne de football. Autant ça peut changer rapidement pour le mieux, des fois c'est pour le pire. Je me souviens en 2014, la dernière année au cours de laquelle les Alouettes ont participé aux éliminatoires. Si je me souviens bien, les Alouettes avaient commencé 1-6 ou 1-7. Et Mais puis oui. finalement, on avait une séquence, je crois, de 8 ou 9 victoires consécutives. Et Mhm. puis, tout ça pour dire que les Alouettes n'étaient plus qu'à une victoire de participer au match de la Coupe Grey. C'était incliné lors de la finale de l'Est à Hamilton face aux Tiger Cats. Exactement. Alors, il C'est reste pour ça que encore c'est beaucoup une de ligue assez football. spéciale. Mais oui, Ouais. mais oui. Non, Ouais, mais ça, c'est spécial, mais en même temps, on ne peut rien prendre pour acquis. Même durant les rencontres, très souvent, des équipes ont des bonnes avances, elles perdent de l'avance, et puis c'est la même Mais chose oui. durant la saison. Des fois, la première moitié de la saison veut absolument rien dire. Les Voilà. équipes se replacent ou elles Voilà. piquent du nez en deuxième moitié de saison. Alors, c'est Mais pour oui. ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ben écoute, Rolly, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation afin de Non, participer merci, au ça me fait podcast. plaisir. Et Mais puis, oui, n'importe quand. N'importe j'ai bien quand. l'intention j'ai bien l'impression qu'on va répéter l'expérience au J'aimerais cours de beaucoup. la saison. Puis la NFL va Parfait. commencer bientôt. Il y a déjà Ah, des équipes où des joueurs se sont rapportés pour les camps d'entraînement. Donc, des camps mais d'entraînement oui. de la NFL qui vont se mettre en branle au cours des prochains jours. Alors, ça va Mhm. vite. Alors, on va avoir beaucoup de football à parler, à discuter. Alors, C'est bon. j'espère bien t'avoir de retour lors du podcast. Ah, parfait, merci. Merci, continue. Je suis fier de toi, man. Tu fais du très bon travail. Et j'aime toujours voir tes reportages. Alors, on apprécie. Ah ben merci Rolly, c'est très apprécié. Et pour ceux qui nous écoutent ou si vous nous regardez, eh bien j'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast Le Sac du Car. Et on se reparle la semaine prochaine.